On a hit le road et samedi soir, notre clinch en pas les sous-vides. J'ai pas un sou avec moi, mais je te parle avec le sourire. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous voir. Tout le monde, sauf ceux qui n'ont pas acheté de billets pour vrai. Maintenant que cette table est mise, je vous dirais que le mot d'ordre, c'est « Do not disturb » ou « Airplane mode » sur le téléphone. Parce que les plus perspicaces d'entre vous auront réalisé qu'on fait de l'enregistrement audio-vidéo. Puis ding-dong, pendant qu'on est en train de se verser le cœur sur la table, comme Guillaume s'apprête à faire, c'est un peu moins nice. Fait que, on va rouler pendant genre 50 minutes à 1 heure pour le pod. Après ça, il va y avoir 12 à 20 minutes de questions. Pour les questions, le mot d'ordre, c'est « Racontez-moi pas votre tendre enfance ». Juste comme 10 à 30 secondes, straight to the point. Puis la majorité des questions vont évidemment être pour Guillaume. S'il y en a pour moi, ça peut aussi fonctionner. Je m'excuse de ne pas avoir socialisé beaucoup avant le podcast. J'ai eu une petite blessure au gym qui a réactivé des symptômes post-commotion. Donc, pendant que vous mangiez de la pizza, j'étais sur le dos avec de la glace puis des genres de trucs bleus sur les yeux pour être sûr de ne pas être trop sénile pendant le main event. Fait que c'est pour ça que je n'étais pas trop un animal social. Mais j'espère qu'il reste au moins une pointe de pizza. Fait que Guillaume, inquiète-toi pas, là, on va venir à toi. Là. Je suis patient. C'est juste que dans les intros d'event, il faut aussi que je dise merci à nos partenaires et nos commanditaires. Écoute, je suis content que ce soit toi qui fasses ça. Ouais, exact. Right. Fait que dans le fond, first and foremost, Olivier, qui est ici, Olivier Rousseau, les gens de Spectrum. On est chez Spectrum. François Douville avec un beau hoodie Patagonia là-bas qui représente le studio Apollo 13. Studio Apollo 13, c'est un studio de no-code qui permet de développer des MVPs. Toute la stack, ça se passe en ce moment. La plateforme web, par exemple, ça roule là-dessus. Ils ont plein d'autres clients. Si vous voulez leur en parler, ça vaut la peine. Ils sont là. Puis, ben, l'hospitalité, la bouffe, les drinks, c'est sur eux. Donc, premier merci. Deuxième merci. On pourra faire juste un clap. Je commence à avoir de l'expérience. Là. Après 5 claps, c'est comme, come on. Les deuxièmes merci sont pour nos partenaires certifiés, ça se passe. Fait qu'il y en a une couple qui sont présents ici. On a du monde de Baseline juste ici. Une firme de AI, d'accompagnement AI pour SaaS et autres. Fucking cool. Les gars sont là si vous voulez leur en parler, allez-y. Sinon, saspace.com/partenaire avec un S. Que ce soit Baseline, AI, le chiffre, finance et fiscalité, puis Leviat, légal. Les entrevues vidéo des partners qui expliquent vraiment c'est quoi qu'ils font, c'est qui la team, sont live. Fait qu'on a des beaux YouTube pour ça. Fait que merci évidemment aux chiffres aussi. Merci à Leviat Légal. Je pense que Guy est pas loin. Guy, si tu veux faire un petit bonjour, OK. Hoodie, sweatshirt noir là-bas, si vous voulez y parler. C'est tout du monde qui aide les SaaS. Ils m'aident moi. Mes bobines, Ouf, là, c'est la commo. Mes babines suivent mes bottines. Je suis client aussi de ces gens-là. Fait que ce monde-là, ils supportent ça se passe. C'est fucking sick. Sans eux, ce serait pas mal plus tough. Puis last but not least, on a les retraites pour fondateurs privés qui s'en viennent. La première retraite, c'est 12, 13, 14 avril, si je ne m'abuse. On est presque full. S'il y en a qui veulent donner des candidatures, vous pouvez. C'est sur saspace.com/retraite avec un S. Mais Monsieur Chalet nous fournissent un énorme genre de manoir des forges. Fait que ça va être malade. Fait que merci à tout ce beau monde-là. Merci beaucoup. All right. Je pense qu'on est bon pour rentrer dans le vif du sujet. T'es-tu prêt? Ben, je voulais faire, mais pratiquer mes cordes vocales un peu avant. Ouais. C'est sûr que fin février, man, le monde va être un petit peu plus clément au niveau de la renifle ou ben, de la gorge. Fait que je pense que... On s'est mouché avant le podcast. Ouais, c'était notre dernier tout doux. Ouais. Fait que Guillaume, je commence tout le temps en te demandant si tu te rappelles comment on se connaît. Fait que je te laisse y aller, puis après on va t'introduire. Yes, oui, je m'en souviens. On s'est rencontrés quand tu faisais du bénévolat, ou je sais pas comment t'appelles ça, avec Apollo 13. On était gravement en manque de connaissances marketing, puis t'as
aimablement accepté de me rencontrer. Puis j'ai essayé de faire une joke en partant, puis je me souviens que ça n'a pas landé pas en tout, puis je me suis dit, ça va être long. avec moi. Avec toi. Finalement, 1 minute après, c'était passé, mais... Right. Fait que là, on est... Ça fait plusieurs années ça, déjà. 3, 4? Orisha commençait-ish, avait 2-3 années derrière la cravate déjà. Ouais, 2-3 années. Ok. Ouais. Fait que 2-3 là, années, pas de marketing, pas de... Des ventes au téléphone, des cold calls, c'était long. c'est ça. Parfait. Puis là, pour ceux qui suivent, là, on a dit Apollo 13. Apollo 13, avant, c'était plutôt un programme d'accompagnement de startups. Ça a fait un pivot dans ce studio no-code-là dont je vous ai parlé. Juste mettre cette pin-là dans la timeline. Fait que Guy, je demande tout le temps un mini recap, tu sais, des highlights vraiment de ta carrière qui t'ont mené dans le rôle que tu as là chez Orisha, puis après on move sur Orisha un peu. Ouais. Moi, je suis parti d'une place où mon but dans la vie, c'était de pas travailler. Mon but dans la vie, c'était... Puis je suis devenu entrepreneur, fait que vous voyez que ça n'a pas très bien marché. Mais j'ai voyagé beaucoup, j'ai fait mes études en pensant pas trop à propos de ça. Puis quand j'ai fini, j'ai commencé Orisha. Puis je connaissais absolument rien pantoute à part la programmation. J'étais pas pire là-dedans. Puis ça a amené à... je pense qu'il y a beaucoup de founders ici, là. C'est toute une aventure de devenir entrepreneur puis de passer au travers toutes les étapes, toutes les choses à apprendre, tous les problèmes que tu rencontres. Puis, comme tout le monde, on en a eu beaucoup. Puis, je pense qu'on va parler d'une coupe aujourd'hui. Ben oui. Je peux aller trop dans le détail, tu me dis pas parler de mon enfance. Ouais, c'est bon. All good, man. Puis, tu sais, souvent, je vais off-script un petit peu, là, fait que tu me permettras, mais dans tous tes voyages, ouais. Y a-t-il une place ou une genre de culture qui t'a plus influencé qu'une autre? Parce que clairement, t'as une petite vibe hippie, là, on s'en est déjà parlé. Ouais, tu me dis ça à chaque fois qu'on se voit. Hein. Mais je t'apprécie puis je t'aime, là, tu sais. Je vais au Malgré restaurant ça. avec toi, man. Ouais. On est good. Il met un masque quand il fait ça. C'est encore la COVID qui a joué. Ok, c'était ça. Ouais, mais... Hey man, je sais pas, il n'y a pas une place en particulier. Mais j'ai beaucoup voyagé comme en gratteux. C'est comme ça que j'ai commencé l'entreprise aussi. Puis essayer de pas dépenser une scène, ça peut t'amener loin jusqu'à temps que ça marche plus. Fait que... Backpack en Europe, c'est un truc que t'as fait maintenant. Ouais, backpack en Europe, en Amérique du Sud, Taïwan, j'ai bien aimé ça. Ouais, les semi-conducteurs là, pour le AI. Ouais, c'est bon. J'étais dans des usines de semi-conducteurs avec mes cheveux qui allaient partout. Ils m'aimaient pas. Non, mais la bouffe là-bas est assez fantastique. Comparé à ici. Puis là, tu sais, genre, pour ceux qui l'ont pas lu, je suis dans le domaine de l'agriculture. Fait que je ramène un peu ce mindset-là de là-bas, l'agriculture, la bouffe vient beaucoup de petits producteurs locaux. Tu manges qu'est-ce qui a été cueilli le matin. Il y a beaucoup de comment ils appellent ça, des night markets, là, vous comprenez? Moi, c'est correct. Tout le monde est à l'aise avec les anglicismes. Ouais, déjà. on est correct. Ouais. Good. L'OQLF a approuvé ce podcast-là. Ouais, fait que là-bas, tu manges souvent qu'est-ce qui a été cueilli le matin. Ouais. Puis tu reviens ici, puis on dirait que la bouffe qu'on a ici est toute processée. Tu vas à l'épicerie, tout se paraît processé, puis l'espèce de feeling de fraîcheur m'a beaucoup manqué quand je suis revenu. Ça a pris des années à me rendre compte que c'était ça que j'aimais. Ça, c'est fait. D'autres, je savais pas ça, moi. Fait que, non. Je suis content, man. J'en apprends plus. Sur ma vie? Ouais, non, c'est une genèse d'Orisha aussi. Ah, une genèse d'Orisha, ouais. Fait que les petits producteurs, si vous avez des chances d'encourager, fermiers de famille, puis tout, des fois, le panier bio, c'est pas la bonne formule, mais il y a d'autres façons à encourager. Parfait, ça va être la dernière promotion gauchiste de la soirée. C'est pas vrai, c'est relaxé, c'est pas vrai, Colin. Guy, pour le monde qui ne connaisse pas, mettons encore Orisha, en 2-3 lignes, grossièrement, qu'est-ce que ça mange en hiver, man? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, je parlais de petits producteurs, ceux qui font des paniers bio, typiquement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à pratiquement prendre des vacances, parce que comme bien des entrepreneurs, une ferme, ça prend beaucoup de temps. Puis souvent, eux autres, ils restent au stade où ils font tout. C'est pas des entreprises de croissance, mais même plus d'exécution. Fait qu'on les aide à passer à prendre des vacances au niveau de leurs serres. Fait qu'on les serre, c'est comme un enfant, qu'il y en a qui disent. Quand t'as ça, t'es pogné sur ta ferme, t'es plus capable de sortir pour toute la saison. Fait que nous autres, on automatise les serres. Autant la température, la gestion de fournaises, de moteurs pour la ventilation, de fans, d'irrigation. Puis le but, c'est de dorloter les plantes le plus possible pour que le petit producteur qui n'a pas d'ingénieur, qui n'a pas d'agronome, qui n'a pas tout ce monde-là, il soit capable de produire puis de sortir une valeur de ces infrastructures qui coûtent quand même cher. Parce que j'ai travaillé un petit peu avec ta team là, pendant un bout, puis ce que j'ai compris, c'est que quand tu es maraîcher, par exemple, ou fermier, ou agriculteur, tu es beaucoup à la merci
de la température, de la nature, puis en fonction de l'humidité ou du taux de vent ou s'il pleut ou pas, souvent il y a des opérations comme manuelles qu'il va falloir que tu fasses autour ou dans ta serre. Puis une partie de ça, les devices que vous avez avec Orisha plus l'app, Ouais. ça permet, mettons, de régler ça. C'est-tu un bon... Ouais, tout dépend qui on le pitch. Il y en a qu'on dit juste tu n'auras plus besoin de faire tes actions, puis il y en a d'autres qu'on leur dit tu vas pouvoir améliorer ta production. Mais grosso modo, si tu n'as rien pour automatiser d'une manière ou d'une autre, ben tous les matins, il faut que tu te lèves à 5 heures quand le soleil se lève pour aller ouvrir ta serre, sinon ça brûle. Toutes les fois au printemps que tu as des petits plants dans ta serre, il y a un nuage qui passe qui cache le soleil. Faut que tu retournes dans ta serre pour fermer la ventilation, sinon ça gèle. OK, ouais. 5 minutes plus tard, le nuage se tasse. Tu retournes dans ta serre. Ouais. Fait que Fait c'est que ça que tu dis que t'es comme... T'es tout le temps attaché t'es tout le dessus, temps ouais. attaché à ta serre. Puis ça, c'est juste pour la température. Après ça, t'as l'irrigation. Fait qu'ils irriguent comme 10 fois par jour, il faut qu'il y ait à leur serre pour partir ça. Fait que rapidement, ça prend beaucoup de temps dans une vie. Puis tu peux pas partir la fin de semaine. Ouais. Tu peux pas prendre de vacances. De là, l'espèce de value prop ou de promesse de vacances. Là, Oh, ouais, puis ben, c'est toute la place que ça prend. Ben, vous le savez, là, des interruptions, ça prend beaucoup de temps. Puis le stress que ça amène, de comme, t'es là 10 minutes trop tard, puis tout est brûlé, tout est mort, fait que tout ton revenu de l'année, paf, Ouais, c'est fini. assez fucked up, man. OK, fait que là, d'un point de vue de compagnie, là, on catch un peu la plateforme, le produit Orisha. D'un point de vue de compagnie, ça ressemble à quoi, genre en chiffres, là, mettons, l'équipe ou les revenus, ou n'importe quel chiffre que t'es game de nous dropper? Ouais. Ben, on est une entreprise, on est 13 personnes dans l'équipe. On fait un chiffre d'affaires autour de 700 000. Là, cette année, on prend une drop un peu parce qu'on est en train de shifter. Ben, on est en train de shifter. Ça fait 5 ans qu'on essaie de shifter vers un modèle un peu plus SaaS, un peu plus de subscription ou automation as a service, si vous voulez. Puis là, ça commence à avoir de l'attraction en dehors du Québec. Super bon de ce côté-là. Fait qu'on prend un drop de revenus pour le revoir à long terme. OK. S'il y en a qui sont habitués à financer ça, je suis bien intéressé à en entendre parler. Shameless plug, c'était à la fin, Guy. Ah, c'était à la fin, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Sinon, ça parlait de revenus moyens par user autour de 2500 en ce moment. Tu d'autres chiffres que tu veux que je parle? Non, man. Ben, l'équipe, tu l'as-tu dit? Vous êtes combien à peu près? On est là? 13. Vous êtes 13. Ouais. Parfait. Puis vous êtes à Québec, dans le coin de Sainte-Foy. Exact, c'est ça. Je Parfait. suis sur le chaîne de fois. Ouais. Il y a un subway en dessous. Il y a un subway en dessous, il y a un cégep pas loin. Ouais. C'est parfait. Puis la genèse du problème, quand est-ce que, mettons, c'est toi, un autre co-founder, quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit « Yo, je pense que ce problème-là qu'ils ont, ou ces multiples problèmes-là, devraient être réglés par une solution d'affaires, par une compagnie qui fait un produit et service. » Ouais, à la base, ça a commencé. Moi, j'ai étudié en informatique. Ouais. J'avais aucune connaissance en agriculture. Mais mon partner qui est arrivé avec l'idée, lui, il travaillait dans des serres, il gérait des serres. Ok. Puis, il était tanné de se lever à 5 h du matin pour aller ouvrir ça. Fait que je cherchais des options qui existaient sur le marché pour automatiser puis s'acheter une qualité de vie. Puis, il n'a pas trouvé de solution qui faisait son affaire. C'est toutes des affaires bien trop chères ou des affaires trop boboches, un peu chinoiserie qu'il trouvait. Puis dans tout, comme dans bien des domaines, le service qui vient avec était plus difficile. Fait que c'est dit, on va faire quelque chose de pas cher. Comment dire? Pas cher avec le meilleur service qui a une qualité infinie. Puis à un moment, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tout faire. Fait qu'on était obligé de faire des choix. Mais à la base, c'était ça, la naïveté de la jeunesse. Puis, ben, je vais bander ça sur naïveté parce que des fois, je regarde le parcours de certains entrepreneurs. Ouais. Puis c'est important quand même d'avoir une certaine dose de naïveté. Parce que si tu savais toutes les claques d'en face, les doutes, les imprévus, peut-être que tu ferais comme « Hey! » Fait qu'une certaine naïveté, je pense que c'est peut-être bon. Ben moi, ça m'a définitivement aidé parce qu'on se rappelle que mon but, c'était de pas travailler. Ouais, fair. Hippie, je pense que tu disais tantôt, il y a une couple d'années, le gars en Beden qui fait de la slackline au Parc Victoria, c'était moi. Ouais, c'est ça. Alright. Hey, man, faut que je m'en tienne pour les jokes, là. Faut que ça roule, hein? Faut que ça roule. Écoute, dude, c'est bien beau de voir, OK, je vis ce problème-là, puis je pense que je peux créer une solution qui va le régler, mais ça veut pas nécessairement dire qu'il y a un marché pour ça.
puis qu'il y a le potentiel économique pour construire une compagnie qui va grandir. Mhm. Fait que la phase un peu validation, aller vers un product market fit, ça ressemble à quoi pour Orksha? Ben, je le résumerai en un mot, naïveté. Encore? Ok. Non, mais honnêtement, quand que ça a commencé, je connaissais pas beaucoup le gars avec qui j'ai parti ça, Pierre-Alexandre, qui s'appelle. Puis quand ça a commencé, il est venu me voir puis il m'a expliqué c'était quoi le projet, pourquoi il voulait faire ça. Puis une des affaires qui m'a un peu plus convaincu, c'est quand il me disait qu'il en a parlé à d'autres producteurs autour de lui. Puis il y avait un intérêt pour ça. Fait en termes d'études de marché, ça a duré à peu près le temps d'une phrase. Mais dans ce temps-là, c'était good enough pour moi. Ouais. Fair. Puis j'imagine que, parce que moi, pour connaître un petit peu ta business, là, vous avez vécu un certain bouche à oreille, des références organiques. Fait que ça a dû renforcer votre confiance dans un certain product market fit, j'imagine. Ouais, puis tu sais, dans notre domaine au Québec, particulièrement, on est chanceux. Là, l'agriculture, même avant le COVID, il y avait beaucoup de subventions pour ça. OK. Puis on est tombé, un paquet de coïncidences qui a fait qu'on est arrivé à développer un produit sans le savoir qui répondait spécifiquement à une subvention qui permettait aux producteurs d'acheter ce qu'on faisait pour 90%, à 90% subventionné. OK. Fait que ça a aidé pas mal notre pitch de vente. On n'était pas des bons vendeurs, mais on était capable de dire que c'était subventionné. Fait que ça nous a beaucoup aidé. Puis le milieu de l'agriculture, il y a beaucoup de bouche à oreille. Le monde, on est arrivé à un bon moment. Mon partenaire a trouvé, sans grande étude de marché, on était chanceux, on est tombé sur une bonne veine. Puis, je dirais pas trop dans le détail, là, mais il y a beaucoup d'affaires qui nous ont aidés avec le bouche à oreille, comme des agronomes un groupe d'agronomes sont comme 3, puis ils servent tous les producteurs au Québec. Fait qu'il disait, pensez à ça, il y a 90% de subvention. Fait que croissance par partnerships aussi, là, de monde qui ont déjà un petit peu l'oreille de ton audience. Là. Ouais, puis j'avais lu un livre là, classique, là, How to Win Friends and Influence People. Pour ceux qui le connaissent, moi, je vois des hochements de tête. Ouais, j'ai jamais lu. Moi. T'as jamais lu? C'est quand même bon, mais il y a un affaire là-dedans, ça disait, si tu veux avoir quelqu'un de ton bord, demande son avis. Okay. Fait qu'on est allé voir les agronomes, on dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ouais. Fait qu'on a fait ce qu'ils voulaient, fait que ça poussait notre Puis qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? De ce truc-là? Oh, je voulais juste te demander ton avis. Puis essayer d'appliquer. Sure. Fait que, OK, cool. Puis comment... Parce que là, moi, je m'en vais vers deux trucs. Un, le fait qu'il y a une composante technique et physique dans Risha. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une création de produits dans le vrai monde. La majorité du monde ici, ils vivent dans les 0 play 1, puis dans les bits, puis les pixels. Là, il y a des atomes. Ouais, c'est chanceux. Là, il y a des atomes. Puis ma question pour toi, c'est est-ce que ça a complexifié la business? Puis je veux que tu m'en parles du point de vue du financement de la business aussi. Comment ça s'est passé? Ouais. Pour le financement, premièrement, oui, ça complexifie la business. C'est quasiment... c'est pas la même chose, là, mais dans ma tête, c'est comme ajouter un autre business dans qu'est-ce que tu fais. Ouais. C'est comme un paquet de considérations qui vient de plus. Moi, je suis un gars de software, fait que le hardware, c'est ça. Puis gérer ça, c'est tout qu'un trouble. L'inventaire, quoi? L'inventaire, mettons, tu sais, tu fais du code, là, moi, je suis habitué d'avoir une feedback loop de 3 secondes quand je code. Ouais. T'as pas ça quand tu crées des cartes. Au début, on les faisait sur le four. Tu faisais un gun température comme qu'ils faisaient pour le COVID. On mettait ça sur la carte électronique, puis on tweakait avec la knob du four pour faire la bonne courbe de température pour souder. Hey man, ça c'est Bootstrap. C'est Bootstrap, ouais. Puis fait que avoir un laptop pour faire du code ou avoir un four de même. Parce qu'on est finalement passé à faire ça en Chine, on a essayé au Québec, puis whatever, mais c'est juste les outils que tu as besoin de plus. C'est un enjeu quand tu commences puis tu es gratteux comme je l'étais. Après ça, tu parlais d'inventaire, il faut que tu builds un inventaire si tu veux pouvoir deliver rapidement, tout dépendant de ton marché de demande. Puis nous autres, c'est venu beaucoup être un problème quand on est arrivé à jouer avec le système de prix. Je pense qu'on reparle de pricing plus tard, là, mais... Il n'y a rien qui est planifié. Il n'y a rien qui est planifié. Quand on est arrivé à jouer avec les prix, ça a été touché parce qu'on voulait dissocier les prix des boîtes qu'on vendait, du hardware qu'on vendait pour que ce soit plus simple pour nos clients. Mais se faire le lien entre qu'est-ce que ça va nous coûter nous puis notre système de prix, c'était comme vraiment beaucoup de troubles. Puis switcher ça, après ça, on parlait qu'on voulait le virer en SaaS, si on veut. Ça fait que tu as beaucoup de coûts upfront à assumer, à affronter. Fait que pour nous autres, c'est un trouble sur tout le long. Puis niveau maintien aussi.
Ah, de l'équipement. Maintien direct, d'équipement, garantie et compagnie. Tu peux pas updater ton code de la même façon. Je sais pas s'il y en a qui connaissent des gens qui vivent en région. L'Internet est pas toujours sur la fibre optique. Émile. Fait qu'il y a beaucoup de challenges de plus qui s'ajoutent. T'as pas juste un serveur à gérer. Dans notre cas, t'en as des centaines. Là. Fait que... Puis, tu as parlé que les produits puis l'offre que vous aviez était subventionnée dans plusieurs cas. Ça me fait juste piggyback sur votre financement à vous. Y a-t-il une partie de ça qui a été justement différents programmes de subvention, soutien au l'innovation en agriculture? Tu sais, comment que vous avez financé l'entreprise? Direct avec les ventes au début? Ou? I wish. Bon. Non, je le recommande à tout le monde de viser ça, de commencer par la vente. Nous autres, on a essayé de mesurer nos capacités, mais depuis qu'on existe, on a toujours été aussi créatifs qu'on pouvait avec le financement. Vu qu'on n'était pas des bons vendeurs, on a compensé ailleurs. Fait que crédit d'impôt, subventions en agriculture, il y en a beaucoup, autant pour nos clients qui nous achètent que pour nous autres. Okay. On a essayé on tapait dans l'AI un peu aussi à certains moments. Finalement, overkill pour qu'est-ce qu'on a besoin de faire, mais ça nous a aidés. Fait que beaucoup de financement. On a essayé d'éviter la dette le plus possible parce que moi, mes parents m'ont dit que la dette, c'était pas bien. Jusqu'à arriver à un point où on ait besoin d'aller vers ça puis apprendre à comment utiliser ça. Mais ça a été beaucoup de bootstrap. On fait une petite ronde de financement de comment ils appellent ça? Friends, Family and Fools. Hey, c'est la première fois que j'entends. C'est la première fois que t'entends ça? Okay. Ben, Friends and Family, of course, mais le Fools, on dirait que c'est la première fois que ça me... Je viens de me rendre compte que je suis dans quelle catégorie. Ouais, c'est ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui écoute. Non, mais sérieusement, on a essayé de tout ce qu'on pouvait, de toutes les manières, puis on continue encore aujourd'hui à travailler dans le financement puis voir qu'est-ce qu'on peut faire, justement, avec le switch de modèle dont on vend un kit, on a tout l'argent upfront, puis on vend un système qui va se payer. On fait l'argent sur 5 ans au lieu de le faire sur 1 an. Ben, tout de suite. Ouais. Puis là, juste pour qu'on parle souvent de ICP dans le jargon, Ideal Customer Profile. Toi, on s'entend, c'est des gens qui sont sérieux à propos de croître une patch d'agriculture, d'avoir des serres, vivre de ça, c'est hobby plus ou carrément carrière, right? Ouais. Ben, la majorité, mettons, de notre ICP, là, c'est beaucoup des gens qui viennent de la ville, en fait. Ok, ouais. Vas-y, dis-moi plus pour ça. Ouais. C'est beaucoup des gens qui ont étudié, qui ont travaillé dans des bureaux, puis ont fait comme, tu sais quoi, 9 à 5, c'est pas pour moi, ça me tente pas d'être devant un ordinateur toute la journée. Je fais un retour à terre. 5 à 9. C'est ça. Bon. Ben, ouais, mais moi, je m'identifie beaucoup à ce monde-là, qui veulent pas trop travailler. Fait que c'était relevant dans l'histoire, mais c'est ça, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement un background d'entrepreneur non plus. Ouais. Fait que c'est une drôle de crowd. Là. Au début, je parlais à mon partner, je disais, c'est qui qu'on parle? Ouais. Puis il me disait, c'est des business, right? Puis c'est comme, oui. Entre des business puis un... C'est très idéologique aussi. Ouais, tu sais, c'est des rêveurs. C'est des gens naïfs qui leur donnent le courage de partir leur entreprise, leur ferme. Mais c'est comme vraiment proche c'est plus du B2C que du B2B, même si on parle à des entreprises. OK. Ouais. Puis ce monde-là, je pense, en tout cas, pour avoir eu certaines discussions avec toi, puis tu me dis si je me trompe, là, mais c'est pas nécessairement les gens les plus tech-savvy, tu sais, qui ont le dernier iPhone, qui sont genre pluggés sur Starlink, puis que genre un UI pour eux, là, c'est genre ça n'a pas de secret, mettons, n'importe quel UI. J'ai-tu raison de faire cette affirmation-là, mettons? Ils sont pas allés faire pousser des légumes parce qu'ils aiment la technologie. Bon, c'est ça. Merci. Ouais. Mais, fait que toi, quand tu développes, oui, il y a la partie hardware, mais tu développes du software aussi. Il y a une app Orisha qui te permet de faire des automatisations, de faire des actions à distance. Ça a-tu joué ce côté-là qui sont justement pas tech savvy? A-tu fallu que tu t'adaptes dessus? J'ai le goût d'entendre parler de ça. Ouais. Ben, une des bonnes histoires que j'aime compter à ce niveau-là, c'est la première cliente qu'on a eue. On est arrivé chez elle, puis elle nous on faisait l'installation. Au début, on voulait voir comment ça marchait sur le terrain. On voulait aller chercher un petit capital de sympathie en même temps. Puis, bref, on est arrivé là. Puis, la fille, elle nous a dit « Hey les gars, je suis bien content que vous soyez là, mais en fait, je vais être honnête avec vous, vous êtes là juste à cause de mon père. Moi, je veux rien savoir. » Oh, c'est bon, OK. Fait que notre première cliente. Fait que là, on s'est dit « OK, ça part bien. » On est allé installer ça.
Puis à la fin, elle dit « Hey, je la nommerai pas, là, mais hey, viens donc ici, on va te montrer comment ça marche. » Fait que vu qu'elle nous avait dit ça, on s'est dit on va y expliquer. Elle a dit « La technologie, j'aime pas ça. » Fait que OK, on va te le montrer comment ça fonctionne. Puis on a mis, je sais pas, 1 heure avec elle. Puis quand on est reparti, elle avait des étoiles dans les yeux. Moi, je vois ça comme un enfant à Noël qui vient de recevoir qu'est-ce qu'il attendait depuis 3 mois. C'est motivant, ça. Ben, c'était le fun. Puis depuis ce temps-là, on s'est rendu compte que faut prendre 1 heure one-on-one avec nos clients, ça nous amène loin. Parce que c'est des gens qui sont. Tu sais, vous êtes des entrepreneurs, vous le savez, là, des fois, c'est pas juste être intimidé par la technologie, mais c'est être intimidé par apprendre yet another thing. Moi, ça me fait ça. Moi aussi. Des fois, ma blonde a capote. Elle dit voyons, tu travailles là-dedans, c'est ça que tu fais, tu sais. Ou ma mère, puis je suis comme moi, mais genre, le load cognitif d'une nouvelle app ou. Ouais, j'ai une bonne histoire par rapport à ça. Hier, j'ai appelé ma propriétaire parce qu'il fournit ses électros chez nous, puis je lui ai dit hey, mon four marche pas. Parce que je pesais sur l'écran tactile pour monter la température, puis ça marchait pas. Puis elle est venue, puis elle m'a montré qu'il fallait juste que je pèse plus fort sur le bouton. C'était pas un écran tactile, c'est un bouton qu'il y avait en arrière. Puis elle devait se demander pourquoi t'as plein de cartes, puis qu'est-ce que tu fais sur ton four avec ces. Ouais, non, fait que, tu sais, je me suis vraiment senti comme cette personne-là qui est complètement dépassée par la technologie à ce moment-là. Ben, je suis content de savoir que je suis pas tout seul, bro. Puis, fait que comment tu vas. Ces gens-là là, sont occupés, ils travaillent la terre, etc. Comment le feedback revient d'eux autres? De genre, ton app, ton software, ça m'aide pas, ou comme le matériel est quelque chose qui marche pas. Comment le feedback revient, genre? Ouais, ben, depuis le début, on a mis beaucoup d'emphase sur le service parce qu'on voulait être parfait. Puis on a maintenu beaucoup de temps là-dessus, puis ça nous coûte quand même cher en temps. Mais la valeur est là parce qu'il y a encore. Il y a tout le temps des affaires qui accrochent pour tout le monde. Puis les gens, ils veulent quelque chose de simple. On veut vendre la simplicité. Puis juste la technologie simple, c'est pas assez parce qu'il faut tout le temps apprendre une chose de plus. Fait qu'on a vraiment mis l'emphase sur répondre rapidement aux clients dans cette mesure de simplicité-là. Puis ça fait qu'en ayant ces conversations fréquentes-là, on reçoit vraiment beaucoup de feedback. Puis on a commencé un document, on met tout le feedback positif dedans, qui c'est un peu une tape dans le dos quand ça va moins bien, tu vas lire ça. Je te l'avais fait lire. Puis on apprend aussi des trucs qui vont pas bien. Fait que ça nous permet de s'améliorer là-dessus. Mais dernièrement, il y a un truc de plus, c'est aller faire des événements en dehors du Québec parce qu'on commence depuis 3 ans à sortir du Québec. Puis le milieu est vraiment différent. Ils disent connaître son marché, c'est important. Nous autres, on imaginait que tout partout était comme au Québec, mais c'était pas le cas. Fait qu'en sortant, en allant parler au monde sur le terrain, moi, ça me fait apprendre énormément. Puis j'essaie de faire sortir mon équipe le plus possible de la même façon aussi pour parler au monde. Une de nos dernières collaborations ensemble, toi puis moi, tu m'avais fait l'honneur de m'inviter sur un comité aviseur. Ouais. Puis à ma grande surprise, il y avait un dude avec des rastas plus longues que genre des serpents, là, quasiment. Dans le comité aviseur. Ouais. Puis là, je lui ai dit, excuse-moi, tu cherches un autre local. Non, où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que c'était actually un de tes utilisateurs, un de tes clients, qui lui runnait plusieurs serres, il a été une business sérieuse autour de l'agriculture, puis il a décidé de s'impliquer plus dans Orisha. Puis ça, pour moi, ce moment-là, ça a comme été un genre de voir quelqu'un qui a tellement trippé sur ce que vous avez buildé, qui est comme man, je vais venir là, dans ton comité aviseur, te donner des cues, puis genre t'aider à t'orienter. J'ai le goût que tu me parles, c'est Antoine son nom? Ouais. J'ai le goût que tu me parles un petit peu plus de lui, puis cette histoire-là. Puis il était fucking cool aussi. Ouais, Antoine, ça a été un de nos clients. On est allé installer chez eux au début, c'est de même que je l'ai rencontré moi pour la première fois. Puis au fil des ans, on s'est croisés une couple de fois de différentes manières. Puis à un moment donné, il nous avait proposé de travailler avec nous autres. C'est comme hey, c'est l'hiver, j'ai pas de job. Avez-vous besoin de quelque chose? Fait qu'on a commencé à travailler ensemble un peu de même. Puis moi qui partais de mon background, comme je fais de la slackline au parc, j'avais beaucoup à apprendre sur plusieurs domaines. Puis lui, il m'a appris, justement, on parlait de dette tantôt, là, comment financer un projet. Il m'a appris beaucoup de ça au début. Fait qu'au début, même avant d'être un client qui nous aide sur le côté client-marché, il m'a appris sur le côté business. Puis plus tard, il est revenu dans le décor sur plusieurs points, autant pour nous aider à tester qu'il a investi dans l'entreprise. Oui, c'est malade. Oui, puis maintenant, il vient 1 fois par semaine, 1 fois et demie quasiment par semaine
Puis c'est comme vraiment la voix du client. Ouais, exact. Il y en a que j'ai déjà vu passer le truc de mettre une chaise vide pour représenter le client, mais nous autres, on a assis le client dedans. Let's go. Let's go. Puis c'est le fun parce que ça amène quelqu'un qui connaît le marché. Parce que pour nous autres, c'est un défi dans l'entreprise de bien connaître notre marché. Parce que, j'imagine, comme dans bien d'autres entreprises, ton développeur, il ne parle pas à tes clients si souvent. On essaie de maximiser ça le plus possible, mais ça reste qu'il n'y a pas une vision assez grande pour leader un roadmap ou quelque chose comme ça. Puis le fait d'avoir un client qui est là, qui donne des formations toutes les semaines à nos vendeurs, mettons, ça permet de mettre les vendeurs en confiance. Puis dans ce cas-là, c'est juste un bon entrepreneur. Fait on est chanceux d'être tombé sur lui parce qu'il y a plein de skills qui nous amènent dans l'entreprise. C'est carrément la définition textbook d'un champion, puis même plus, là, qui s'implique dans le business. Ah, puis ça, on est vraiment chanceux parce qu'il y en a plein on ne leur demande même pas, ils nous disent « Hey, si vous avez besoin d'aide pour quelque chose, appelez-moi. Fait que, Est-ce que ça fait un peu partie de la culture de ce genre d'entrepreneurs-là qui ont les coudes serrés et qui s'entraident? Ou? Ben, c'est sûr que je verrais mal le CEO de Microsoft nous dire « Appelle-moi quand tu veux si tu as besoin d'aide. » Avec des petites entreprises, c'est vraiment plus facile. Je suis déjà allé chez un client qui est en train d'allaiter son enfant nous parlant. C'est très familial. Là. Puis, c'est sûr. Puis aussi, ben. c'est. Non, mais en tout cas. Ce qui serait drôle, ce serait qu'on soit allé faire le podcast sur une ferme. J'aurais pas été à l'aise. T'aurais pas été à l'aise? Il y a de la terre pas mal. On allait ici, OK. Non, j'ai aucun problème avec aucune de ces choses-là. Mais pour vrai, mais moving on un tout petit peu, comment tes employés, eux, ont accueilli cette espèce d'arrivée-là d'un champion, ambassadeur, user, tournée, investisseur? Ça a-tu été un effet positif dans ta team? Ah, vraiment. Il a fini qu'il travaille avec à peu près tout le monde à un moment ou à un autre, dans plusieurs départements. Puis les gens sont vraiment contents de l'avoir pour plusieurs moments dans l'histoire d'entreprise. J'ai eu peur de créer de la friction. Tu sais, quand tu amènes quelqu'un de l'extérieur, que tu dis « Hey, il va t'aider à faire ta job. » Quand tu veux pas que ça sonne de même. Hein. Exact. Mais l'idée, c'est de trouver comment trouver les lacunes puis les renforcer avec quelqu'un d'autre. Puis je trouve que ça a vraiment bien fité dans notre cas pour ça. Mais comme je disais, ça fait Antoine en particulier, ça fait longtemps qu'il est comme dans l'histoire de l'entreprise. Exact. Mais on a un nouvel employé qui nous avait dit il savait qu'il avait investi. Il a dit je pense qu'il vient s'assurer que son investissement paye. Mais ça s'est réglé assez vite. Là, fait que, l'employé a plus de job. non. Ah non, il est super bon, sérieux. Ouais. Si jamais il écoute ça. Puis là, on a parlé de potentielle friction, mettons, dans l'équipe et tout ça. Puis un des sujets récurrents entre toi et moi dans toutes les lifts que je te faisais, mettons, t'étais en rollerblade, je te pognais, je dis embarque dans le char, j'ai dit gars. Puis on allait où ce qu'on voulait, whatever. Beaucoup de ces discussions-là tournaient autour de la culture d'entreprise. Ouais. C'est quoi une bonne culture d'entreprise? Comment ça scale? Comment ça évolue? Puis ma question pour lancer un petit peu ce pan-là de la discussion, c'est comment tu me définirais ça, une culture d'entreprise saine? Ben, avant tout, j'aimerais dire que je suis pas un expert. Je suis encore en apprentissage là-dedans. All good. Mais j'ai réfléchi beaucoup là-dessus parce qu'on avait besoin de faire des changements. L'été passé, on est parti en vacances, on était tous un peu sur le bord du burn-out. Puis je me disais, hey, j'ai du monde smart, j'ai du monde motivé, passionné qui veut que la business fonctionne. Je sais que c'est des bonnes personnes avec des bonnes valeurs. Pourquoi ça marche pas? Fait que, la question de si tu es les bonnes personnes est venue, mais moi je me disais, tout ce monde-là ne peuvent pas être pas les bonnes personnes. Non. Fait que ça ramenait à la culture, right? Puis là où je suis arrivé, c'est que il y a comme deux conclusions, mettons deux grandes conclusions à laquelle je suis arrivé. La première, l'idée d'ownership. Okay. Tu sais, tout ce qui est micromanagement, donner les responsabilités. C'est un mot facile, ownership. De le faire, c'est une autre affaire. Puis je commence à voir, mettons, des lacunes. Je commence à voir vraiment bien des lacunes que j'avais, puis commencer à voir comment faire ça. Puis je suis sûr que je suis encore loin de tout ce qu'il y a à apprendre là-dedans. Mais l'idée de comment rendre les gens plus autonomes pour plus que tu micromanages, ça peut aider la culture en maudit. Puis j'ai lu un livre là-dessus. J'ai lu un chapitre d'un livre là-dessus. Que c'est le gars de Patagonia. Ouais. Il disait que lui, il faisait du management by absence. Fait qu'il pitchait ses employés, puis il disait comme
trouver comment faire. Fait que ça développait ce sentiment-là que les gens trouvaient leur place, puis faisaient les choses, puis apprenaient de leurs erreurs. Puis moi, j'ai beaucoup eu tendance à... J'ai trop voulu aider. Là. J'étais un people pleaser de base. Puis je voulais pas laisser les gens dans le trouble. Je voulais que les gens soient confortables. Puis je pense que trouver une saine zone de confort pour nos employés, c'est important. Puis la saine zone de confort, c'est peut-être pas nécessairement de les pitcher puis de dire maintenant démerde-toi avec ça. Parce que j'ai fait ça. J'ai essayé ça aussi, puis ça n'a pas nécessairement bien marché, mais c'est de trouver une saine zone, je pense, de confort. Tu sais, t'es rendu là, on va te lancer des défis un petit peu plus gros, puis on va te laisser les faire, puis on va te laisser faire des erreurs. Puis je pense que cette idée d'ownership-là, puis de trouver comment faire ça, j'ai pas de conseils précis à donner, mais c'est, mettons, la première partie que je dirais d'une culture saine. La deuxième, c'est juste, t'es qui, qu'est-ce que tu veux, le monde avec toi, qu'est-ce qu'ils veulent, puis plus que tu es capable de mettre, de définir qu'est-ce que tu veux, puis de rendre ça fort pour que les gens qui ne fitent pas dans cette culture-là s'en aillent rapidement, pour rester avec des gens qui fitent avec ça, ça serait la deuxième partie. Fait que c'est pas quoi, mais plutôt qu'est-ce qui te ressemble, qu'est-ce que tu veux avoir autour de toi. Ouais, je pense qu'il y a de savoir exactement c'est quoi à peu près ce à quoi on croit, ce qui est important pour nous autres, puis où on s'en va, puis comment on s'en va là. Si ces choses-là sont mostly définies, après ça, c'est facile de dire à quelqu'un, ben check, c'est là-dedans, pendant ton entrevue, là, même, pendant ton embauche, on te l'a dit, c'est là qu'on s'en va, comme ça qu'on s'en va. Ouais. Si ça ne fit pas, c'est comme, il y a comme un terrain d'entente plus clair de genre, ben voici pourquoi ça marche pas ou ça marche. Fait que j'aime ça d'avoir un alignement ou une direction, puis tu le formalises-tu, tu t'en parles dans les meetups, dans les one-on-one, tu l'écris ça à quelque part. Comment tu vois ça? De comment créer cette culture-là? Ouais. Cet alignement-là, genre la vision de la compagnie, puis tout ça. Ben, pour moi, c'est une des priorités que je me suis données. Cette année, j'essaie de rétrécir mon rôle dans l'entreprise. C'est une des priorités que je me suis données, puis qu'il n'y a jamais autant de temps qu'on investit là-dedans, je pense, qu'on aimerait. Mais pour moi, c'est d'essayer de créer des principes puis de les répéter le plus souvent possible, puis que les gens embarquent là-dedans, puis essayer de trouver qui dans l'entreprise croit le plus en ça, puis comment est-ce que cette personne-là peut le faire briller. Le faire briller. Comment cette personne-là peut être un champion un peu de ça. T'as un exemple d'un de ces principes-là que tu vas répéter souvent? Ben, il y en a un à un moment donné qu'on parlait, puis c'était l'idée des erreurs. Je pense qu'il y a beaucoup de monde ici que c'est des business innovantes. Si ton monde... on est tous innovants de notre façon. Exact. Mais, surtout pour les subventions. Surtout pour les subventions. Ou créatifs. Si tu as peur de faire des erreurs, ça marche pas. Puis il y a une culture de... On dirait que... Je sais pas comment on est arrivé là, mais c'était comme l'idée de « Hey, faut pas faire d'erreur ». Puis ça faisait que les gens prenaient pas de risques. Les gens venaient tout le temps me voir ou voir quelqu'un d'autre pour valider qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui l'ont senti. Puis c'est tough parce que d'un côté, tu veux pas que ton monde fasse des erreurs, puis ça peut te frustrer, puis ils le voient, même si tu essaies d'être chill avec ça. Mais pour nous autres, c'était de faire un principe de dire, je pense qu'on en avait parlé même, c'est correct de faire des erreurs, il faut juste pas y répéter. Fait que l'idée, c'est comme, empêche-toi pas de te planter, mais quand tu te plantes, mets un garde-fou pour la prochaine fois, tu n'y arrives pas. Apprends, puis partage ton apprentissage aux autres. Okay. Fait que ça en était un, mettons. Tu sais, man, parce que j'ai vu pendant deux années, peut-être, Richard grandir, puis tout ça, puis je connais l'histoire, puis je trouve que vous avez un pattern de création d'entreprise puis de croissance qui peut se répéter dans plusieurs autres que j'ai vu ailleurs. Ouais. Où est-ce que c'est très universitaire, c'est très amical, on sort de l'université ou c'est du monde qui sort de l'université, il y a une chimie de gang, d'amis qui s'installent, puis il y a beaucoup de fun, puis de hey, on fait une start-up, parce que c'est cool. Non, mais moi je l'ai vécu, ça, quand je suis entré chez Snip, j'étais comme wow, ça existe, ça, genre. Puis la vérité, c'est qu'une compagnie, pour qu'elle soit pérenne, elle va traverser le temps un petit peu, puis elle doit croître. Puis la croissance vient avec une certaine maturation, tu sais. Mais c'est comme des... Je sais pas comment te le dire, c'est comme des deuils, je pense, des fois qu'il faut que tu fasses de certains états ou snapshots de période de ta compagnie. Puis on l'a vécu avec Snipcart, évidemment. Puis je sais que c'est comme quelque chose qui est quand même frais dans ta mémoire ou pas trop loin. Fait que comment vous avez transcendé un peu cette phase-là, plus comme yo, on a des amis qui sortent de nid, qui ont du fun, tu sais, puis ouais.
Ben, c'est ça. Mettons que je pars de l'histoire de hey, on est pas tous en vacances en burn-out l'été passé, ish. Il y a quelque chose qui a besoin de changer. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça on parlait. C'est l'idée de. Je vous disais tantôt, je suis un people pleaser. Je voulais pas déplaire à personne. On veut garder notre staff. On veut que le monde soit heureux. On veut que le bonheur est une partie qui aide aussi à être productif. Fait que moi, j'osais pas trop faire des changements là-dedans. J'osais pas mettre mon pied à terre. Puis ça revient un peu à l'idée de culture de tantôt, de définir où est-ce que tu dois mettre ton pied à terre, où est-ce que tu laisses de l'espace peut-être. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, Claudia, je pense, qui est passée sur le podcast aussi, elle m'a dit tu veux échanger. Comment qu'elle a dit ça? Tu veux échanger pas l'affection, mais quelque chose. L'affection à court terme pour du respect à long terme. Popularité à court terme pour respect à long terme, c'est moi qui lui ai dit. C'est vrai qu'il a dit. La sagesse circule. Fait que c'est d'apprendre à dire non, puis tout. Puis moi, dans ce processus-là, il y a plein d'affaires. Tu sais, j'en ai parlé à plusieurs personnes. Là, gérer du monde, ben, c'est pas facile. Puis on est comme pas préparé à ça, surtout quand tu étudies en programmation. Fait que moi, il y a beaucoup d'affaires que je jugeais intuitif que hey, la bonne chose à faire, c'est de demander au monde leur avis. Fait que je demandais l'avis de tout le monde tout le temps. Puis là, quand ils me disaient quelque chose, je me disais, OK, ils comprennent pas nécessairement toute l'image, fait que je vais leur expliquer pourquoi c'est pas bon. Non. Puis là, tu dilues un peu ton impact comme leader quand tu fais ça. Ouais, non, c'était vraiment pas bon. C'est important, hein? C'est important d'avoir quelqu'un qui lead. Là. Ouais. Puis c'est pas tout le monde qui veut tout savoir tout le temps. Puis des fois, je me faisais dire, ah, mais moi, je veux savoir ce qui est important pour ma job, conte-moi pas l'histoire au complet. Là. Ouais. Fait qu'apprendre à moins comme que tout le monde sache tout le temps, ça a été un point que moi, je trouvais pas intuitif, mais parce que je me disais, je leur demande plus leur avis, ils seront plus impliqués, mais au final, l'impact que ça a eu, tout le monde se sent plus engaged, il y a plus de confiance, on est capable d'aller plus loin parce que tu n'as pas besoin de tout savoir ce qui se passe parce que tu as confiance que l'autre fait sa job, puis que ces chiffres-là, ces détails-là, il va les gérer. Fait que ça, c'est le genre de truc contre-intuitif que j'ai appris dans ce processus-là. Puis il y en a d'autres, puis il y en a plein, puis c'est sûr qu'on a tout notre chemin à faire là-dedans. Puis j'ai vraiment pas de secret à donner. J'ai juste l'impression que c'est comme quelque chose qu'on rencontre des problèmes, puis à force d'essayer de trouver des solutions, on les apprend, puis c'est de même qu'on passe par-dessus. Puis l'autre affaire que j'ai trouvé super aidant pour ceux qui ont tendance à être comme moi avant, de comme j'ai pas le temps de rien faire d'autre que ma business, ben les gens autour, les gens dehors de la business, comme j'ai parlé avec au comité aviseur avec toi, le gars au Rasta, puis Wash de Nexap, puis à un moment donné, je parlais d'une situation, puis les trois, vous étiez « Hey, mais ça n'a pas de bon sens. » Puis moi, j'étais comme « Ah, c'est pas normal. » Fait on a comme... On vient qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est possible. Fait qu'avoir une perspective extérieure, aller chercher de l'aide, c'est pas un conseil qui est nouveau, mais moi, ça m'a beaucoup aidé à avoir... comme il faut, ouais, c'est révolutionnaire. Avoir un réseau, puis s'entourer, puis tu sais, à un moment donné, à quelque part, même, c'est de prioriser ça, parce que si tu le priorises pas, tu le fais pas. Fait que moi, j'étais arrivé à un point que j'avais plus le choix de prioriser des affaires qui faisaient qui n'étaient pas productifs pour changer à quel point ça allait pas bien dans l'entreprise. Mais je pense qu'on est mieux de prioriser ça avant d'arriver là, quitte à le faire une fois ou 3 mois. C'est comme l'idée de comité aviseur. On me l'a dit, puis je pense à chaque année, 3 fois par année. Puis j'étais comme, ah ouais, ça a l'air intéressant, puis je m'en foutais, tu sais. Mais là, j'étais en situation de crise. Ça n'a pas été long à faire. Ça a été super utile. Tu parles comme 2-3 heures, puis ta vie est changée. Fait que comité aviseur, gang. Je le répète une fois, à un moment donné, vous allez voir l'utilité. Ça vaut la peine. Dans une communauté, un environnement d'entrepreneurs, si tu demandes de l'aide de façon honnête et directe, les gens vont puis tu te dis que tu vas act on it, tu sais, que tu vas pas juste comme sucer du juice, puis genre après ça, faire comme OK, merci, tant que je vais aller prendre une autre opinion. Non, tu sais, que tu prends sérieusement le temps qui t'est donné. Le monde va aider, genre. C'est ça que je me rends compte. Moi, quand moi, j'ai un petit peu de bande passante, puis quelqu'un me demande honnêtement de l'aider, puis qui est sérieux, puis je le vois qui est sérieux, je le prends le temps, puis je l'aide la personne, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose d'onéreux puis de méga complexe de s'organiser un petit comité aviseur trimestriel ou biannuel ou peu importe. Fait que le monde, c'est juste un autre push de plus que je voulais faire là-dessus. Oui, vraiment, tout le monde avec qui je parle. Puis en général, en tant qu'entrepreneur, on aime ça, résoudre des défis au niveau, on aime ça, jouer au stratège. Ce qu'on n'aime pas, c'est les problèmes qui viennent avec. Fait que quand tu es dans un comité aviseur, tu fais juste la partie le fun. Fait que non... Puis de le mettre en place avant d'en avoir de besoin,
c'est le conseil qu'on m'a donné que j'ai pas suivi, que je vais repasser à vous autres si Bon. si vous l'avez pas encore. D'autres, je vais mettre mon chapeau de marketeur 2-3 secondes. Yes. Mais une solution comme Orisha, qui vend à des clients comme des maraîchers, des agriculteurs, ça se market comment? C'est quoi votre acquisition? Ça ressemble à quoi? Ouais, ben au début, on disait, on faisait des cold calls, subvention, yes. Puis on est allé voir des agronomes, comment tu ferais ça, cet outil-là. Puis au final, les autres, ils ont aimé ça parce qu'enfin, il y avait un outil qui répondait à leurs besoins. Fait que le mot s'est propagé. Là où on a eu de la misère, on s'est fait connaître au Québec super rapidement. Mais on n'avait pas un bon message, c'était pas clair. On commence à y arriver. Mais ça a été long avant qu'on arrive à un point que c'était le cas. Puis à cause des subventions, ça faisait que ça prenait 8 mois, je pense, le processus de vente avec quelqu'un, sinon plus. Puis on mettait tellement d'énergie dans le suivi là-dedans, puis tout. Fait que ça, il fallait sortir de ça. Puis en sortant du Québec, on s'est ramassé à avoir des enjeux aussi. Fait que là, notre acquisition est passée de comme on fait des cold calls, on n'aime pas ça, c'est poche, mais on n'a pas le choix de se forcer, à une approche plus moderne, on va dire, de stratégie d'email, de marketing en ligne. Des séquences, mettons, de outreach, de email. Ouais, les séquences d'outreach d'email, ça marche super bien pour le moment, même si on est encore au début. On me dit que nos opening rates sont excellents. La fractional CMO, dans le fond. Des milliers. Ouais, fait que on commence à changer de ça, mais tu sais, à un moment donné, t'es passé là-dedans, là, on tirait des nouilles dans toutes les directions, voir qu'est-ce qui collait sur le mur. Puis on a eu vraiment de la misère avec ça. Puis là, ça commence à se placer. Je n'irai pas trop dans le détail de ça, mais ça commence à se placer. Fait que notre acquisition est encore messy. On est encore en train de travailler là-dessus, mais de plus en plus, on avance. Puis on est allé chercher de l'aide de Fractional CMO, Ouais, ben oui. Fractional CRO pour Chief Revenue Officer aussi. OK, je savais pas ça. Ouais. Puis ça nous a amené, tu sais, on était une équipe de juniors peu d'expérience, surtout en vente et marketing. Fait que ça nous permet vraiment de structurer qu'est-ce qu'on fait. Plutôt que lancer des nouilles dans toutes les directions puis pas avoir les moyens de tirer des conclusions, comme on a fait pendant beaucoup trop longtemps. Fait que bref, l'acquisition, c'est toujours messy. Puis comment tu prices une solution comme Orisha? Parce que tu as une composante physique, tu as même une composante d'installation. Puis ensuite, tu as une composante, une web app, là, genre, puis une app mobile, je pense. Je sais pas si c'est native ou pas, là, mais peu importe. PWA, ouais. OK. Fait que comment tu prices ça? Ça ressemble à quoi le pricing? On a essayé plusieurs affaires. Depuis longtemps, on nous dit hey, les revenus récurrents, c'est important. Puis on a essayé, à un moment donné, on était comme les seuls sur le marché. On a tassé tous les compétiteurs au Québec. On a essayé de rentrer, de forcer un modèle récurrent. Ça a failli nous tuer. Ouais, on était naïfs. Et mot-clé du show. Et on s'y est mal pris, mais c'est ça, ça fait 5 ans qu'on essaie différentes affaires. Puis on est pris un peu avec le composant hardware qui nous coûte cher upfront. Puis l'idée de comment est-ce qu'on peut ramener ça récurrent, puis il y a des subventions dans le décor, fait que les subventions ne couvrent pas les abonnements. Fait qu'il y a un paquet de circonstances. Puis nous autres, ben, dans l'optique de simplicité, qui est comme un peu notre différenciateur. Tout le monde va dire qu'ils sont simples, mais vous irez voir les compétiteurs. Dans l'optique de simplicité, on voulait simplifier aussi le modèle de prix. Autant pour simplifier la vente que pour que notre client comprenne actually qu'est-ce qu'il achète, plutôt qu'il achète une boîte X80 Z4. Au début, on vendait des boîtes aussi, mais on s'est dit hey, ça n'a pas de bon sens, les gens ne savent pas, il faut leur expliquer, c'est long. Fait qu'on a changé ça à qu'est-ce que tu veux automatiser. Fait que là, c'est un modèle de prix qui est basé un peu plus sur qu'est-ce que tu veux atteindre en bout de ligne. Surtout au Québec, les gens sont habitués à l'automatisation. Fait qu'ils savaient qu'est-ce qu'ils voulaient automatiser. Fait que là, ça nous a permis de simplifier, d'avoir un système de prix que les gens comprenaient. OK. Ils parlent plus leur langage basé sur des cas d'utilisation qu'eux connaissent déjà. Ouais, genre. Mais c'est encore très technique. Puis parce que là, au niveau vente, on avait de la misère à sortir de comme OK, tu veux telle composante technique, tu veux automatiser telle patente, telle affaire. Mais les gens, ils savent pas pourquoi ils veulent automatiser ça. Ils savent juste que ça va les aider s'ils le font, puis que leur agronome l'a dit de le faire. Ouais. Fait que ça marche parce que leur agronome l'a dit de le faire. Nous autres, on faisait nos ventes pareil. Mais là, on sort du Québec, puis il n'y a plus d'agronome parce qu'il n'y a plus de subvention. Fait que là, les gens, ils savent même pas l'automatisation que c'est possible de faire ça. Sur des vidéos YouTube, il y a des commentaires qui disent hey, mais moi, je run une ferme, pas une navette spatiale. Fait que quand on parle d'automatisation, les gens, leur perception est tellement loin de ça que
automatiser un moteur, eux autres ne savent même pas c'est quoi ce moteur-là. Avec l'éducation client dans différents pans de marché, c'est violemment différent, mettons. Ouais, dans notre cas, puis probablement dans beaucoup de cas, c'est vraiment différent. Intéressant. Fait que là, on essaie de passer de ça à encore plus simple. Autant parce qu'on veut vendre au travers de distributeurs qui ne sont pas capables de vendre. Là, on s'est rendu compte qu'il y a un des distributeurs avec qui on essaie de travailler. Il a fait une quote, puis le prix est 2 fois plus cher que ça devrait. Fait avec tous les efforts qu'on a mis là-dedans, on arrive à un point où on se fait toujours pas comprendre. Fait il faut qu'on simplifie ça. Puis on veut se rapprocher encore plus de la réalité du client qui est, lui, ce qu'il veut, c'est pas automatiser un moteur. Ce qu'il veut, c'est ne plus avoir à gérer sa ventilation dans sa serre. Il veut que ses plantes ne meurent plus parce que le soleil se lève. Ouais. Fait qu'on veut s'en aller vers OK, mais on va vendre juste ça. Tu n'as plus besoin de te lever le matin. On gère ta ventilation pour toi. Fait qu'on monte d'un niveau, on a moins de détails techniques à gérer. Puis là, on est en train de faire cette espèce de switch-là de comme un niveau d'abstraction plus haut de comment est-ce qu'on peut faire ça. Mais ça veut dire que toute la complexité technique de quel boîtier il faut qu'on envoie, combien ça va nous coûter, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on reste rentable avec tous les projets ou la grande majorité des projets, tout en gardant ça simple. Nous autres, c'est comme un défi qu'on a, puis ça vient avec on n'a pas le choix de monter le prix un peu, fait qu'il faut qu'on soit meilleur à vendre notre valeur pour que les gens soient prêts à mettre ce prix-là. Fait que c'est comme un enjeu all around de comme tous les facteurs, comment tu mets ça en un. Ouais. Je pense pas qu'il y a de formule magique comment faire un pricing. Je sais que tu as déjà fait des podcasts sur le pricing. Je recommande d'aller écouter ça plutôt que moi pour parler de ça. Mais non, mais c'est hâte de voir votre train of thought puis comment vous l'adaptez, man. C'est all good. ouais, puis peut-être le truc qu'on a appris là-dedans, c'est changer un système de prix au complet. C'est tough. Si tu es capable de le faire itérativement, par petits bouts, ça reste du développement dans l'incertitude, la méthode agile pour la programmation, whatever. Ça peut s'appliquer pour ça aussi. OK. Y a-tu des erreurs que tu as faites que tu es game de partager? Ouais. Pour rester dans le sujet de maturation d'équipe et tout ça, quand on a essayé de sortir de ça, ou même avant ça, quand je sentais que je devenais un gros bottleneck pour l'entreprise, j'ai essayé de déléguer. Puis ma manière de déléguer n'était pas très bonne. Puis j'ai pris des gens qui ont un set de compétences, puis je les ai mis dans l'idée de, vous avez peut-être déjà entendu ça, la bonne personne dans la bonne chaise. J'avais des bonnes personnes, mais je les ai mis dans des chaises beaucoup trop grandes pour qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. Puis là, vu que je voyais que ça marchait pas complètement, mais j'allais m'asseoir avec eux, micro-manager qu'est-ce qu'ils faisaient, basically. Fait que je les ai vraiment set up for failure, puis je m'en rendais pas compte. Puis ça, c'est dur parce que moi, j'engageais du monde autour de moi, puis je partais du principe, OK, ben si ils savent pas quelque chose, ils vont l'apprendre, mais je leur ai pas donné l'environnement pour l'apprendre. Je les ai pitchés dans quelque chose de trop gros, trop vite, ou je les ai micro-managés au point que de miner la confiance à ce niveau-là. Fait que de bâtir une équipe avec des compétences, surtout dans un milieu où toi-même, tu n'as pas les connaissances. T'sais, on regarde souvent, on engage des gens en tant que fondateur, la première personne qu'on engage, c'est quelqu'un qui fait la même chose que nous. C'est comme moi, je suis un programmeur. Ce que je vois qui est important d'aller chercher de l'aide, c'est de la programmation. Alors que j'aurais pu me concentrer à programmer puis aller chercher quelqu'un qui est bon dans quelque chose que moi, je suis pas bon. Puis je pense qu'on a tendance à faire ça, puis ça dépend des besoins tout le temps. Mais il y a l'aspect aussi de trouver, quand tu t'engages dans un domaine que tu connais pas, aller chercher de l'aide de quelqu'un qui connaît ça. Toi, en plus, tu me l'as offert, puis j'ai même pas sauté sur l'occasion à ce temps-là. Fait que peut-être un conseil, encore une fois, le réseau, utilisez-le plus que pas assez. Mais pas juste moi, par exemple, parce que ces temps-ci, je suis quand même occupé, fait que si le monde veut l'appeler d'autres mondes, c'est correct aussi. T'as pas une ligne d'écoute 24/7 sauf podcast? Ouais. On bouge vers notre closing pour pouvoir ouvrir les questions. Et ma question philosophique que j'aime bien poser, c'est est-ce que tu as changé d'idée sur quelque chose dans les 5 dernières années, perso ou professionnel? J'aurais l'air con de dire non. Ils disent ça, les fous ne changent pas d'idée. Mais non, il y a bien des affaires. Là. On apprend, comme je disais, parti d'une place que je connaissais absolument rien en entrepreneuriat. Je savais juste coder. Puis aujourd'hui, je partais d'une place d'être gratteux. Fait que je pense que ça a ses limites de ne pas vouloir dépenser d'argent. Puis la mentalité de je suis capable de le faire pour moins cher. Moi, je l'ai fait en masse. Ça. On a essayé de sauver toutes nos piastres partout. Puis à un moment donné, on est venu à un point que ça marchait plus. Puis c'est drôle parce qu'on voit,
sais, nos clients, les producteurs, c'est des petites entreprises. Moi, j'ai eu la chance de parler à plein de monde. J'ai eu la chance de faire des cohortes d'accélération d'entreprises. Puis ça m'a donné un bagage, mais la plupart de nos clients, nous autres, des petits producteurs, ben, sont isolés beaucoup sur leur ferme. Puis on voit qu'ils font les mêmes erreurs qu'on a faites au début. Quand tu manques d'argent, ton réflexe, c'est de couper des dépenses, même pas de voir comment tu pourrais peut-être réorganiser, qu'est-ce que tu fais, des affaires la même. Fait que l'idée de ça coûte moins cher de le faire moi-même, ça a une limite qu'on a fini par atteindre. Puis ça amène à l'autre place après ça, si tu payes pour le faire, si tu engages, si tu vas chercher de l'aide, ben tu peux aller chercher de l'aide qui ne coûte pas cher, qu'il va falloir que tu coaches. Fait qu'au final, tu ne libères pas tant de temps, puis tu n'augmentes pas ton level de compétence dans l'entreprise parce que c'est encore limité par toi. Ouais. Ou tu vas chercher des gens qui coûtent cher, tu trouves comment les financer, puis eux autres vont te tirer par en haut, vont t'aider à te structurer, puis ils ne prendront pas de ton temps que tu vas pouvoir mettre ailleurs. Fait que l'idée de cheaper out sur des compétences, au final, tu ne sauves pas parce que tu payes avec ton temps. Qu'est-ce que tu sauves en argent? Fait que tu as comme eu une migration un peu progressive, ou du moins une ouverture à pas juste dépenser de ton temps, mais des fois dépenser de ton argent pour justement avoir un meilleur rendement sur ton temps. Je pense que c'est super legit. Oui, puis apprendre à être plus familier de comment financer un projet, ça aide à voir comment est-ce que je fais pour engager quelqu'un qui coûte cher quand j'ai pas l'argent. Ouais. Puis si tu as de la difficulté avec ça, mais tu peux essayer d'engager quelqu'un qui va t'aider à le faire pour toi pour trouver l'espace pour engager d'autres personnes qui vont t'aider dans les domaines que tu as besoin. All right, on est à la dernière avant les questions. As-tu des shameless plugs, des emplois ouverts ou du monde que tu veux rencontrer ou peu importe? Ben, une des raisons pour que j'ai accepté d'être ici ce soir, c'est pour rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres mondes qui ont des défis similaires, juste échanger. Je trouve ça vraiment intéressant. On parlait de la force d'un réseau tantôt. L'année passée, je me suis senti vraiment isolé en tant qu'entrepreneur. J'ai trouvé ça tough. C'est une des raisons du comité aviseur qui a aidé. Puis là, ça va mieux, mais c'est quelque chose que je pense qu'il est important de parler à des gens qui ont des problèmes similaires. On parlait de version université tantôt. Là. Moi, je vois ça comme quand tu sors d'un examen à l'université, tout le monde reste là parce qu'ils aiment ça parler de leurs problèmes puis comment que ça a été puis tout. Mais en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est facile de ne pas avoir ça, des pairs qui ont les mêmes défis puis tout. Puis d'avoir des gens qui connaissent un peu ta réalité puis qui te font grandir par leur expérience parce que c'est différent. Fait qu'ici, ce soir, s'il y a des gens, des entrepreneurs qui veulent échanger, qui veulent parler, je vais être là après, ça me fait plaisir. Je suis reconnaissant parce que ta shameless plug, c'est aussi une shameless plug pour les retraites de fondateurs privés, ça se passe. Fait que, je te dirais merci beaucoup. Merci Guillaume, merci beaucoup. Merci Frank. Alright, fait que The Real Pussycat Miaou Miaou avec les cheveux blonds frisés, il y a un micro mobile. Fait que si vous avez une question, vous avez juste à lever votre main timidement ou. Oh, qu'est-ce qui se passe, Emile? C'est bon. J'ai fourni une lumière au Real Pussycat. On est-tu prêt? Es-tu prêt pour ta question? Je sais pas si tu l'as dit parce que j'étais un peu fatigué, mais tu parlais tantôt de culture. C'est important que les employés aient la même vision, les mêmes buts. Ça serait quoi dans son entreprise en ce moment? C'est vers où vous en allez? C'est quoi la vision, tout ça, ta business? La vision d'entreprise? Ouais. Ouais. Ben, pour nous autres, en ce moment, on est beaucoup dans... Pour que... on a développé un produit, on veut l'amener au plus de producteurs possible. Puis c'est vraiment au niveau de l'équipe en ce moment qu'on veut travailler parce qu'on ne veut pas nécessairement investir en rajouter des affaires qu'on fait parce qu'il y a beaucoup d'inefficacité dans ce qu'on fait. Fait qu'on veut travailler à devenir une équipe la plus efficace possible. Puis par équipe la plus efficace possible, ça passe par mieux connaître notre marché, fait qu'être le plus connecté à notre marché aussi. Fait qu'on se focus vraiment là-dessus. On n'a pas de vision de grandeur plus que ça nécessairement sur un nombre de ventes ou un truc comme ça, mais plus sur un niveau d'efficacité, d'expertise aussi. D'expertise d'équipe, à quel point on est capable. L'information circule bien dans toutes les directions, autant entre les départements, si tu veux, autant de « hey, il y a un problème, il y a un client qui rapporte un problème, comment est-ce que le développeur peut le savoir le plus rapidement possible? » Puis aussi, comment est-ce qu'on peut développer des produits qui servent nos clients? C'est quoi les low-hanging fruit pour servir nos clients? Pas juste développer des outils
comme on faisait dans le passé, tu sais, les agronomes, ils savaient les utiliser, les outils. Fait qu'on développait des outils. Maintenant, développer un outil, c'est plus suffisant. Il faut qu'on développe l'outil, puis toute la documentation, l'information, l'éducation qui va pour que le producteur, en bout de ligne, soit capable d'en profiter. Fait que, je te dirais, circulation d'informations. On est là-dessus, puis on mesure ça. Tu sais, on l'a donné une métrique qu'on essaie de trouver comment donner une visibilité à tout le monde dans l'entreprise pour arriver à ça, puis on utilise la productivité. Fait qu'à quel point on est capable de créer de la valeur par heure travaillée, à quel point on fait des ventes par heure travaillée. Puis on l'a ramené autant au niveau assemblage, qu'est-ce que ça représente. Mettons, à chaque semaine, ils ont une idée, OK, cette semaine, on a réussi à atteindre tant de dollars de l'heure. Autant au niveau des ventes, autant au niveau de l'efficacité. Puis il y a toutes sortes de techniques de lean, puis etc., qui viennent se rattacher à ça. Fait que ça finit qu'on essaie de faire une idée cohérente puis de rapporter tout autour de ça. Ça répond à ta question? Ouais. OK. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aurait une question pour le micro-mobile? File tout ton quota de questions. Tu sais, Dans le Word, ça se passe, j'ai quand même posé pas mal de questions. C'est correct, ton quota, il y a reset en 2024. Excellent. 90% pour ta subvention, c'est quand même énorme. Ça. Ouais. Ça a dû influencer ton pricing au Québec, mais après ça, quand tu n'as plus ta subvention en dehors du Québec, ça doit être quand même... T'as-tu eu peur de développer comme une dépendance à la subvention, mettons, pour te pricer, puis les agriculteurs et tout, c'est pas nécessairement eux qui ont le meilleur... Ouais. Non, bonne question. Je vous ai sauvé à peu près 17 itérations de pricing tantôt. Mais il y en a qu'on s'est calé directement sur les subventions, puis ça a créé de la complexité innocente. La vision que j'ai de ça, c'est un peu comme quand on a engagé mes parents au début gratuitement. C'est comme une béquille que tu as. Des fois, cette subvention-là, tu le sais qu'elle va toujours être là, mais dans notre cas, c'est pas le cas. Fait qu'il a fallu trouver comment est-ce qu'on peut s'adapter à ça. Puis pour nous, l'idée justement de faire un modèle de service d'automatisation, mais ça permet de réduire le coût. C'est moins épeurant d'avoir quelque chose à, je sais pas, 150$ par mois plutôt que de payer 5000$ upfront. Fait que premier truc. Pour le cash flow aussi, les producteurs sont bien frileux sur la dette. Fait que ça les aide à ce niveau-là aussi. Puis on a créé un système d'entrée. On a divisé les features un peu plus pour arriver à passer au-dessus de ça. Parce qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. C'est pas juste la subvention. Fait que notre marché, nous autres, c'est Québec, hors Québec, super grosse différence. Puis ne pas devenir dépendant des subventions, mettons, c'est à garder en tête, effectivement. Ça répond à ta question? Oui. Ouais. Je regardais Frank qui faisait comme... C'est une bonne question. T'es validé. On a une main ici, on a une main à l'arrière, on a une main à l'arrière. Par l'arrière en premier. Shine a light. Salut. En fait, ça m'intéresse de savoir au niveau, ne presque pas parler, mais au niveau électronique, matériel, physique, j'imagine qu'il doit y avoir certains défis. Ça m'intéresse un peu de savoir, vous en êtes où là-dessus à propos de ça, le côté très hardware de votre business? Bonne question. Je te dirais que c'est un des défis qu'on a. On est... Par où commencer? Fais le top of mind. Là, le top of mind. La fiabilité de ce qu'on envoie, on a eu beaucoup de problèmes de fiabilité qui viennent de problèmes de fournisseurs des fois. Puis on n'est pas capable de tester, d'avoir le ban test qui nous permet de découvrir, de reproduire les problèmes, de tester quelque chose pour être sûr que ça fonctionne. Parce qu'on teste tout avant de shipper, mais quand ça arrive chez le client, des fois ça ne marche plus. Puis c'est tous les problèmes qui ne sont pas répétables facilement. C'est notre gros défi, je te dirais. Parce qu'on travaille vraiment fort sur la fiabilité, puis il y en a encore qui passent, puis qu'on n'a pas de solution autre que répondre rapidement, renvoyer un remplacement rapidement, puis être le plus d'addons possible pour nos clients. Est-ce que vous faites produire à Québec ou à l'extérieur? Les circuits imprimés sont faits en Chine. L'assemblage des circuits sont faits à Québec. On le faisait tout in-house avant. Maintenant, un de nos employés est parti d'une entreprise d'assemblage de PCB. Fait que on y faisait confiance, on y fait encore confiance. Fait que c'est plus efficace pour nous autres de déléguer. C'est bien nice, ça. Ouais. Si vous cherchez ça. On le mettra dans les show notes. Ouais. On avait, je pense, 2 autres questions. On peut en prendre 2 autres, peut-être 3 top, là, mais allons-y. Hey, hein? The Real Pussycat.
C'est une autre question technologique, Ouais. mais ça peut être plus que technologique parce que il n'y a pas juste des changements technologiques qui nous entourent. Là, tu sais, depuis 15-20 ans, on est en accélération. Disons, juste Arduino, il y a 15 ans qui apparaît, l'AI, les téléphones, les processus, les changements de tarifs Hydro-Québec. Fait que dans tous ces changements-là de votre entreprise qui fait énormément de choses, est-ce qu'il y a quelque chose dans les 2 dernières années ou dans les quelques dernières années qui est vraiment tombé sur votre radar et qui a changé votre façon de voir les choses? Parce que, tu sais, vous arrivez de l'innovation, c'est changer le mode de comment l'agriculteur va faire, mais vous, dans votre démarche, vous envoyez des choses. Intéressant. Ça. Ouais, mettons qu'on oublie les problèmes de supply chain du COVID. Là. Dans le changement de technologie, s'il y a eu des trucs marquants, je te dirais non. Qu'on a utilisé, là, on a essayé plein d'affaires, on est allé vraiment, on a cherché trop loin. Ça, je pense que c'est un problème qu'on a eu gros qui est commun, d'être distrait par des shiny things, hein, shiny technology. On essaie de développer des outils vraiment hot parce qu'on geekait sur, on veut trouver la manière parfaite de régler le problème de faire pousser des tomates en serre. Puis on s'est éloigné des besoins de nos clients comme ça. Parce qu'on cherchait des trucs à développer, on parlait de dépendance aux subventions, on cherchait à subventionner le plus possible pour compenser le fait qu'on ait de la misère à devoir les vendre pour soutenir l'entreprise, pour étendre notre runway, si vous voulez. Puis on est allé dans trop de technologies qu'on avait besoin. Parce que le problème en bout de ligne, c'est que les outils, on est capable de les faire. On a un niveau d'outils qui est, mettons, là, puis les gens sont capables d'utiliser ça. Fait que l'innovation qu'on est présentement, c'est plus au niveau de l'éducation. Comment est-ce qu'on peut ramener ça simple d'utiliser qu'est-ce qu'on a déjà, puis que les gens puissent bénéficier de ça. Parce que c'est facile de faire, je pense, des trucs que toi, en tant qu'expert, tu vas être capable de faire de quoi de vraiment cool avec, mais que monsieur, madame, tout le monde, producteurs maraîchers dans notre cas, sauront pas comment valoriser. Puis ils n'auront pas nécessairement l'intérêt pour l'apprendre ou le temps pour l'apprendre. La doc, les gens ne lisent pas, vous le savez. Là. On va en prendre 2 dernières, puis on va aller voir s'il reste de la pizza. Continuons sur la doc. Ouais. Comment tu formes les personnes qui utilisent, tu dis je passe 1 heure avec eux autres pour leur expliquer l'installation en tant que telle, mais ta formation pour utiliser l'application ou comment tu les accompagnes dans toute cette utilisation-là? Bonne question. Au niveau de l'installation, on a de la doc. On a des vidéos. On essaie dernièrement, on a commencé à faire des drips de doc on fait des one-pagers qui sont collés directement sur le boîtier plutôt que de donner un manuel de comme 50 pages qui est intimidant. Fait que, niveau installation, on est là pour répondre aux questions. On fait tout à distance, là, ou presque. Fait qu'on utilise les FaceTime et compagnie. Puis pour les producteurs qui préfèrent travailler avec des électriciens parce qu'il y a des affaires plus avancées, mettons, on forme les électriciens aussi avant qu'ils aient faire la job pour que être sûr que ça coûte le moins cher possible d'installation, qu'il n'y ait pas de problème et compagnie. Puis la formation, ça vient plus après pour l'utilisation au day-to-day. Puis on a quelqu'un qui fait une démo de comment faire différents use cases qu'ils peuvent avoir, puis on répond aux questions. Là. Ça ressemble à ça par vidéoconférence. Ça a-tu répondu à ta question? Ton support, là, au jour le jour, s'il y a une question, s'il y a besoin, tu disais que tu as poussé pour y aller simple puis proche du client. Ouais. C'est quoi, comment tu utilises pour dire est-ce qu'il est vraiment complètement répondu, est-ce qu'il est à l'aise à utiliser toute l'application, est-ce qu'il est capable de faire son processus lui-même au complet? Une fois qu'ils ont eu la formation, généralement, sont à l'aise tout de suite après. Attends 3 mois, puis il y a des questions qui reviennent, puis les gens appellent ou ils envoient des emails, puis on répond à mesure à ça. Puis je pense qu'il y a une autre partie de ta question que je voulais répondre que j'ai oublié. C'est correct, can't win them all, bro. Can't win them all. On se parlera après. Hein? Une petite dernière, mon pussycat. Mon Dieu, ça arrête plus, man. On s'en craint 2 dernières, puis là, c'est le mot final du finalité. Salut.
Salut. T'as été super généreux avec parler des problèmes puis donner des conseils, mais toi, là, t'as-tu une réalisation, quelque chose que t'es comme vraiment fier? Puis ça, tu pourrais nous le partager aussi. T'aurais le droit. C'est tout. C'était ma question, bonbon. L'ensemble de l'œuvre, là, c'est... Non, mais c'est vrai, man. Moi, avant qu'elle dise ça, je me disais, Chris, que Guy, il a été humble puis généreux de parler de tous les défis que tu as eus. Il y a des entrepreneurs qui vont mettre une spin sur leur histoire qui laisse une coupe de détails, tu comprends? Toi, tu as été fucking humble puis généreux là-dessus, puis ça, je t'en remercie. Fait que merci pour le retour du balancier Sunshine. Ouais. Ouais, ben, je te dirais, le parcours de la dernière année, comme on est tous sur le bord de la dépression, à quel point je vois les gens avoir du fun au bureau. Puis c'est juste des fois, sur l'heure du midi, voir les gens avoir du fun, jouer à des jeux de société ensemble, plutôt que comme chacun mange de son bord, genre un qui est sur le sofa sur son téléphone, l'autre qui va manger dehors. Fait que toute la dynamique d'équipe qui a changé, ça c'est un point. Puis le deuxième, l'espèce de... J'ai de la misère à le décrire, là, c'est comme nouveau pour moi. Mais la capacité à avoir une différente manière de résoudre des problèmes. Tu sais, avant, je voyais quelque chose que j'aimais pas, c'était OK, je vais aller dire comment faire mieux. Ou tu sais, une formule de ça, puis à cette heure de dire OK, c'est pas exactement comme je veux, ben je vais aller chercher de l'aide de telle personne ou je vais demander à telle personne dans l'entreprise que je sais qui peut aider avec ça. Fait que de comme résoudre les problèmes à un autre niveau, je dirais. Être un gestionnaire, puis pas juste un micro-gestionnaire, un peu. Genre, dans le comité aviseur, l'autre fois, Walsh, il disait tu veux pas gérer du monde, tu veux les leader. Fait que comment faire le switch entre les deux, c'est facile à dire. Comment tu le fais? Je pense que c'est une affaire qui s'apprend avec la pratique de focusser là-dessus intentionnellement. Puis, je commence à voir un peu comment faire. Fait que je suis satisfait de ce progrès personnel-là, si tu veux. Fair. Dernière question. C'était pour monsieur ici. Monsieur Alex, qui va avoir un podcast qui sort bientôt, restez à l'affût. Oui, c'est parce que tu as parlé tantôt d'avoir déjà essayé de transitionner vers le modèle SaaS, que ça n'avait pas donné ce que tu voulais, puis de se relancer là-dedans. Je pense que ça prend quand même pas mal de guts pour le faire la deuxième fois. Qu'est-ce que vous avez appris de la première tentative que tu vas faire différemment? Comment vous allez réapprocher ça? Oui, une des choses qu'on a changé, c'est de ne pas le forcer. On a les deux modèles maintenant. Puis d'essayer de le voir plus comme comment est-ce qu'on peut amener ça pour que ça soit un win pour, dans notre cas, le producteur, pour nos clients. Comment est-ce que le fait que ce soit un SaaS, ça peut bénéficier notre client en bout de ligne. Fait dans notre cas, je parlais de cash flow tantôt. Le fait que le producteur n'a pas besoin d'aller à la banque, il n'a pas besoin de prendre de dette parce que ça ne lui fait peur de prendre une dette. Un des affaires qui avait de la misère au début, c'est qu'on vendait le hardware puis on faisait payer une subscription pour le software. Fait que les gens disaient « Ah, mais là, j'achète du stock puis tu pourrais doubler ton prix l'année prochaine puis si je veux plus payer, je suis comme pris avec toi parce que j'ai déjà acheté le stock. » Fait que ça, c'est la peur d'être dépendant de nous. De réaliser ça puis de l'adresser, pas juste, c'est facile de dire ils comprennent pas, mais il y a quelqu'un qui disait avant d'être compris, il faut essayer de comprendre. Fait que dans notre cas, je pense qu'on n'a pas assez fait ça. Il y a du monde smart sur la planète. Ça vient de toi, celle-là? Ouais. OK. Parfait, on finit ça sur cet éclat de rire-là. Wouhou! Merci tout le monde! Voici